l'image, carbone et canon. Chaque jour un peu plus nous étonne. Il nous guide vers une notion. Il répond à toutes les questions. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette 34e édition de l'IAGORA. Bonjour Marjorie, bonjour François. Salut Yann, bonjour à tous. Salut. Et bien pour commencer, il y a eu une grosse conférence, un gros événement en France la semaine dernière, Vivatech. On pense que vous étiez quelques-uns à y être, donc on serait très preneurs d'avoir vos retours et vos avis sur ça. Salut Rémi. Bonjour à vous. Je ne vais pas vous faire un long compte-rendu parce que j'y ai passé 4h30 exactement, où j'ai fait à peu près, je ne vais pas dire toutes les allées, mais pas loin. Ce que j'ai trouvé cette année par rapport aux événements précédents ou à d'autres événements similaires, j'ai trouvé que ça avait pris un peu de maturité, que c'était plus riche, notamment que l'année dernière, qui m'avait assez déçu. De l'IA absolument partout, c'est même plus de la nouveauté, comment dirais-je, c'est du must-have, même si parfois ça rime pas forcément à grand-chose. Plus spécifiquement, j'ai noté que on avait pas mal de trucs autour des LLM, des RAG et de tous les produits, mais sécurisés, c'est-à-dire soit des produits qui sont embarqués dans le SI de l'entreprise, soit sur des, alors peut-être pas Secnum Cloud, mais en tout cas sur des réseaux très fermés, de façon à pouvoir embarquer ce type de fonctionnalité sans trop se préoccuper du niveau de sécurité des données utilisées. Et puis, un autre truc qui m'a amusé, c'est on revient sur des objets physiques, puisque j'ai vu un petit objet qui ressemble genre un téléphone portable un peu plus gros, qui comporte un LLM, un micro, et qui permet justement d'aller en réunion, de lui faire participer à la réunion, et il prend des notes et il fait les comptes rendus, mais en restant rigoureusement physiquement dans le petit objet et sans connexion Internet. Donc là aussi, d'un point de vue sécurité, c'était j'ai trouvé assez novateur. Je connais quelqu'un qui l'utilise souvent en conférence. Ça marche trop bien. C'est impressionnant. Ouais, manifestement. Voilà, c'est les deux trucs que je pouvais vous dire. Ok, ben merci Rémi. Merci Rémi. Merci pour ton partage. Je crois qu'on a Aldric qui est arrivé. Bonjour Aldric. Ouais, bonjour, désolé pour mon retard. Pas de souci. Bah, du coup, Je on vois qu'il y a introduisait Laurent le sujet. Il y a Ouais. Laurent qui revendique le débris Vivatech. Je t'en prie, Laurent, vas-y, je compléterai si tu veux. Je revendique rien, j'essaie de me synchroniser avec François qui m'a dit faut que tu le fasses, je savais plus si je devais le Ah faire. ouais, non, mais là, c'est Bah, mission évidemment, impossible. Aldric, à toi l'honneur, et Laurent, n'hésite Voilà. pas à ouvrir le micro aussi. Tu m'as jamais répondu, Laurent. Bah, si, je t'ai Ah, répondu. et pan combien dans les dents. Comment ça Ouais, non, mais C'est pas le moment de je vais lui envoyer un revers. Je t'ai demandé combien de temps, tu m'as pas répondu. Si, je t'ai répondu autant que tu veux. Messieurs, Bon, allez, vas-y, go. Bon, les Aldric, on gars. te laisse la place. Vas-y, Aldric. Ouais, non, mais de toute façon, je vais pas forcément être très complet parce que alors faut savoir que Vivatech, donc ça dure 4 jours. Donc moi j'y étais 3 après-midi, mais j'étais surtout en représentation pour le groupe. Néanmoins, sur 3 demi-journées, j'ai fait quelques petits tours dans les allées. Bon, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. Première chose, évidemment, vous n'avez pas pu passer à côté. C'était toutes les annonces autour finalement des partenariats entre Mistral, Nvidia, sur cette idée finalement de densifier d'une manière générale les data centers européens et en particulier en France et ici coopérer avec Mistral. Donc, tout ça fait suite quand même globalement à ce qui avait été annoncé pour ceux qui avaient suivi dans le cadre du sommet pour l'action sur l'IA. Bon,
C'est estampillé souverain. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est sur le sol français, qu'il y aura des capacités GPU. Après, il ne faut quand même pas non plus se leurrer. Globalement, c'est aussi une forme de réponse de Nvidia qui a eu quelques petits soucis avec l'administration Trump, puisque dans le deal initial de fabrication sur le territoire américain, des cartes GPU était question que ça permette d'exporter sans aucune restriction vers tous les marchés potentiels de Nvidia. Sans quoi les Américains avaient répondu qu'à partir du moment où c'était sur le sol américain, l'exportation était soumise à la validation des autorités. Et donc, c'est aussi pour ça que Nvidia se diversifie et crée un certain nombre d'usines et puis de lieux, de data centers un peu partout dans le monde. Ensuite, le deuxième point, moi, et je ne sais pas si ça vous a frappé, peut-être que c'était aussi le témoignage qui était juste avant, j'ai l'impression qu'il y a une convergence accrue entre l'IA générative et puis la robotique. Parce que si, en se promenant un peu là dans les allées, alors, j'ai évidemment pas été exhaustif, mais bon, déjà, ils avaient mis pas mal de robots qui circulaient dans les allées de Vivatech. Ensuite, bon, il y avait le classique robot-chien, mais au-delà du robot-chien, il y avait des robots humanoïdes qui commencent quand même à avoir un caractère assez impressionnant. Notamment, il y a un robot humanoïde qui s'amusait à faire des loopings, à éviter des gens dans la foule. Voilà, ça avait quand même un côté impressionnant. Et puis, au-delà des robots humanoïdes, il y avait tout un tas de périphériques, on va dire, d'assistance humaine. Il y avait des robots pharmacie, il y avait des robots conviviaux, par exemple. Quand vous avez des personnes âgées qui souffrent de solitude, vous avez des robots qui sont finalement destinés à interpréter les émotions humaines et puis derrière à générer de l'interaction et de la stimulation pour ces personnes isolées. En fait, j'ai l'impression qu'on en est là sur la partie IAGEN et Agent, c'est de commencer à se dire que au-delà de l'interpréter, enfin de l'utiliser uniquement sous la forme de l'interface smartphone ou poste de travail classique, digital workplace, on commence déjà à l'embarquer dans tout un tas de robots, de machines, en fait, avec les modalités d'interaction, qu'elles soient conversationnelles, ergonomiques, textuelles, pour des raisons d'accessibilité dans certains cas. Et ça, on l'a vu sous plusieurs formes, en fait, dans différents stands. Après, il y avait également un sujet, je pense, qui revient en force. C'est tout le sujet finalement de la frugalité. On l'a vu sur plusieurs stands, il y avait énormément de travaux qui étaient liés à la customisation, au fine-tuning en fait, des LLM, à la miniaturisation. Alors, pour différentes raisons, mais une des raisons, et ça a été expliqué comme ça, c'est qu'à partir du moment où vous voulez les mettre sur des robots, forcément, il y a un moment donné, vous avez des limitations capacitaires, et si vous voulez que ça fonctionne bien, vous devez le miniaturiser, le spécialiser. Et donc, une des disciplines, ça sera finalement le modèle embarqué. Alors, la forme la plus visible pour nous, ce sera probablement qu'on aura des SLM ou des LLM qui tourneront sur nos smartphones et pour des raisons à la fois de frugalité, de capacité, fait de privacy by design, n'auront pas besoin de se connecter à des capacités distantes sur du cloud, etc. Et ça, c'est toute une discipline moi, que j'ai trouvé plutôt intéressante. Cette convergence robotique IAGEN a été beaucoup moins présente l'an dernier. Et là, j'ai l'impression qu'à la suite des différentes démos qui ont eu lieu en Chine, et puis Musk en avait fait aussi avec les robots humanoïdes, l'IAGEN embarqués dans les voitures, ça commence à se diversifier. Et il n'y a pas que des très grosses boîtes qui en font. Il y a aussi tout un écosystème de start-up, de boîtes plutôt petites qui travaillent là-dessus, avec des produits de niche. Là, le robot que je vous citais, qui était plutôt un robot social, pour le coup, voilà, au début, je pensais que c'était vraiment très confidentiel. En fait, en posant la question, ils ont déjà 5500 robots qui tournent dans des EHPAD, dans des services publics en contact avec des personnes qui souffrent, par exemple, d'électronisme ou des choses comme ça. Et donc, c'est pas un truc qui est marginal. Je pense qu'on a quand même quelque chose qui va se diffuser davantage, quoi. Voilà. Wow. Moi, c'est des choses qui m'ont paru marquantes. Bon, évidemment, il y avait tout un tas d'autres sujets, tous plus intéressants que les uns que les autres. Il y avait pas mal aussi l'an dernier, il y avait eu pas mal de sujets autour des drones. J'ai trouvé qu'il y en avait moins cette année et que ça s'était plus déporté sur justement le robot du quotidien, le drone, en tant qu'objet volant ou flottant, si on est sur un drone naval.
Pour le coup, c'est pas inintéressant, mais ça restreint de facto quand même les usages potentiels, alors que sur la robotique, quelles que soient ses formes, en fait, le potentiel est énorme, quoi. Ah, vas-y Pascal, si tu veux réagir. J'allais réagir avec la Ouais, une question question de pour Samer. Alric. Ce que tu as vu sur les robots humanoïdes, tu as vu des compagnies chinoises ou européennes quand même qui étaient présentes? Ou, enfin, quand je dis, Et puis, c'est-à-dire que faut pas qu'ils aient acheté un robot chinois puis dire que, voilà, ce que non, tu non, sais. il y en avait un, c'était comment? Ah, putain, Boston Dynamics, Ouais, mais c'est pas chinois. Oui, donc je la reconnais. américaine, Non, il c'est y pas avait des chinois, voilà. Chinois, il y avait Et des il y avait des. Chinois et ils se sont payés le luxe de se foutre de la gueule d'Elon Musk, puisque sur le stand là, de la filiale d'Elon Musk, en fait, le robot était immobile. Hein, en fait, c'était un mannequin, quoi, on va dire. Hein, il n'y avait rien. Et donc, le robot chinois est allé sur le stand essayer de faire une interaction avec le robot d'Elon Musk qui était incapable de faire la moindre chose. Voilà. Ouais, C'est ouais. la série. Ils n'ont Ah, pas hésité à se foutre de leur gueule, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un mais Européen qui commence à montrer son nez en humanoïde ou pas encore? alors non, enfin moi les Européens que Bon. j'ai vus, c'était pas des robots humanoïdes ou des robots chiens, tu vois. C'était plus, tu vois, sur les robots sociaux, ça c'est des boîtes, c'est une boîte française en l'occurrence hein, qui fait. Pour le coup, ils ont simplifié en fait la partie mécanique et périphérique. Tu vois, typiquement le robot social, c'est un robot qui a la capacité de se déplacer, mais sur un sol plat. Et c'est un robot qui peut faire des mouvements simples, des mouvements de bras, des mouvements de tête pour simuler en fait une interaction sociale. Mais tu vois, c'est pas du niveau sur le robot chien. À un moment donné, alors, la démonstration qu'ils font, si tu veux, ils mettent des obstacles et puis après, le robot chien circule à toute vitesse entre les obstacles. Tu vois les jambes qui se baissent, le truc, il perd son équilibre, il se rattrape et tout. Enfin, c'est hyper impressionnant. Et à un moment donné, c'est le coup du spectacle. En fait, il monte sur une estrade et il fait un looping complet, c'est-à-dire un salto à quatre pattes, quoi. Hmm. Pas mal. Je me permets de passer la main à Ulrike. Parfait, on t'a retrouvé, t'as levé la main. Je sais que tu as une contrainte horaire, donc vas-y, si tu veux nous donner aussi un peu ton impression. Oui, Ulrike, en fait, pardon. du coup, je pense que les robots dont tu parlais, c'était les Enchanted Tools. En fait, on les connaît chez Bouygues Telecom parce qu'ils ont exposé, ils sont venus à nos Inno Days l'année dernière. Et en fait, c'est des gens qui ont signé un deal avec Salesforce. Là, il y avait un- une estrade, je sais plus comment ça s'appelait, genre où il y a des gens qui pouvaient louer l'estrade qui était un peu pour tout le monde. Et en fait, ils ont deal. Donc, le deal avec Salesforce, c'est qu'en gros, on peut programmer ces robots qui sont un peu avec c'est ceux qui ont des têtes de chat, chien, un peu avec des oreilles, non? En Alors, tout cas, c'est pas ceux-là, non, c'est ah, pas c'est pas ceux-là. cela. Ceux-là, je les ai vus aussi. Ouais. Et effectivement, eux, alors la promesse est un petit peu différente. C'est-à-dire que eux, effectivement, l'idée, c'est effectivement que tu puisses les personnaliser toi-même. Là, les robots sociaux dont je parlais, pour le coup, c'est quand même fait, tu vois, par exemple, avec des ergonomes, Ouais, des gens qui sont d'accord. spécialistes de la gestion des personnes âgées. Donc, c'est Ok. pas non plus un truc que tu peux avoir en autonomie totale, c'est plutôt un modèle B2B, hein. Et du coup, alors ceux de Enchanted Tools qui sont du coup, en fait, ils deviennent programmables avec Salesforce. Et donc, pareil, Mm. c'est les utilisations, c'est les EHPAD, les accueils de personnes, recherche d'objets, etc. Donc, du coup, les gens qui ont l'habitude de Salesforce peuvent du coup programmer des robots avec cet outil en low-code, quoi, en gros. Mm. Ou, enfin, je pense qu'il Ouais. faut s'accrocher, c'est un peu comme SAP, hein, le Ouais, Salesforce. du coup, je leur ai posé la question aussi à la boîte là dont je parlais. En fait, eux, ils disaient que pour des raisons de sécurité, pour l'instant, ils n'ouvraient pas trop en modèle B2C Hmm, la programmation de leurs robots. c'est ça. Ils le feraient de plus en plus, mais pour le coup, dans le modèle de distribution qu'ils ont, là, les 5500 dont je parlais, c'est vraiment avec des boîtes type Corian ou des choses comme ça. Et pour le coup, il y a un modèle de responsabilité qui suppose que la programmation soit pas trop déléguée, quoi. Hmm. Ok. Et alors, par Comment rapport. tu vois, tu peux avoir un robot comme ça qui perd un peu les pédales, qui va percuter les jambes d'une personne âgée, elle tombe. Là, la question, c'est qui est responsable du truc, quoi. Ah oui, c'est ça, oui. Ouais. Et Et Ulrike, par... est-ce que tu avais d'autres choses que
Ouais, IAGV, par exemple, j'ai discuté en fait avec des gens sur tout ce qui est cloud et l'annonce justement de Mistral avec Nvidia. En fait, ce que j'ai plus compris, c'est que le fait que en fait, Mistral, il devient vendeur cloud. Et par exemple, par rapport à des gens de OVH qui font du cloud souverain, en fait, selon les collègues chez nous qui font du cloud, ils disent ça c'est du bare metal quasiment chez OVH. Et en fait, chez Mistral, du coup, on peut peut-être avoir davantage le service qu'on veut utiliser. Donc, pour faire de l'IA chez OVH, il faut s'accrocher, quoi. Donc, voilà, En fait, alors, ouais, ils font l'inverse d'OVH, c'est-à-dire qu'OVH c'est part ça. de la partie infra Mm, et ils galèrent pour mettre la partie soft par-dessus. Mistral est parti de la partie modèle. Ensuite, ils ont mm, mis la partie plateforme avec la plateforme. c'est Bon, ce qui est ça. bien chez Mistral, c'est que les noms sont plutôt simples, quoi. Et du coup, là, ils progressent dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils sont partis vers les couches basses maintenant. Ok. C'est Et deux sinon, stratégies différentes, mais je suis assez d'accord ouais, avec toi. Je pense que là, pour le coup, les OVH, Outscale, Scaleway, ils vont bien galérer pour avoir une offre logicielle complète ouais. de bout en bout, quoi. Et du coup, alors, les autres trucs que je peux mentionner, c'est, alors, enfin, nous-mêmes, alors, il y avait un stand de Bouygues, tous les gens enfin, du groupe, en fait, et nous-mêmes, on a fait 2 démos sur le stand. En fait, il y a un sur le vocal, parce qu'on se rend compte que tout ce qui est vocal, ça commence à avoir une maturité avec des voix qui sont capables d'exprimer comment ça s'appelle, des émotions plus qu'avant. Donc, c'est moins, on n'est pas dans les voies robotiques. Et du coup, nous, on bosse avec une société qui s'appelle Volubile oh là, c'est pas les meilleurs en voix, je dirais. Quand même, mais en tout cas, c'est avec eux que, en fait, ils ont un genre robot qui peut répondre à un répondeur, et c'est le cas pour la mairie de Meudon qui va utiliser ça. En fait, comment dire, fait bouffer tout le site web de la mairie de Meudon aux robots de Volubile et que du coup, maintenant, quand ils sont en vacances, quand on appelle la mairie de Meudon, eh ben, en fait, il y a l'IA qui répond et en fait, on peut, en langage naturel, poser n'importe quelle question et puis il va répondre les horaires de la piscine, enfin, de quand est-ce que, enfin, les inscriptions à l'école, etc. Donc ça, c'est du coup en vocal. Et T'as fait après, exprès sur les exemples des vacances à la mairie de Meudon ou... non, non, mais il lance en juillet, donc je pense que là, justement, mes collègues sont partis pour aider de cranter les derniers centimètres. Et Cool, après, on il va y a pouvoir partir en mi-juin. Et après, en Gen AI aussi, en fait, nous, on présentait autre chose. C'était une application en fait, pour les familles où on peut, voilà, c'est vraiment une application pour trouver des activités de famille, puisque, en fait, ça, avec le slogan, là, on est fait pour être ensemble chez Bouygues Télécom, voilà. Donc, du coup, ça, c'est des trucs qui sont chez nous. Et sinon, un truc que j'avais trouvé intéressant aussi, et après ça, je pense que j'ai fini, c'est une société qui était sur le stand des startups franco-allemands et avec le hub du CEA de Fraunhofer, etc. Et en fait, eux, c'est une boîte qui vendait un outil qui permettait en fait, de définir des rôles de Teams. Et en fait, ils avaient commencé à bosser sur le change management, des boîtes qui se font racheter, etc. Et en fait, maintenant, ils ont de plus en plus de use cases où des grandes sociétés se rendent compte, ils n'ont aucune idée ce que font les gens qui sont au fond de l'organigramme. Et donc, ils utilisent l'outil de la société, c'est une petite société, hein, mais pour renseigner les rôles des gens, pour savoir chez qui, enfin, qu'est-ce qu'on peut vraiment remplacer avec l'IA. Donc le type du stand était un peu désolé parce que son outil allait finalement servir à mieux supprimer les postes, mais fait est que ça lui faisait un marché assez intéressant, quoi. Ok, et ben merci à tous les deux. Je retiens pour Volubile, notamment peut-être pour une petite démo et je sais que Barbara parle aussi de la mairie de plaisir, qui est aussi un accueil avec Voia. Peut-être qu'on fera ça à l'occasion. Merci à tous. On va enchaîner peut-être sur la partie actu. Je vois le temps qui défile et on a encore un peu de. euh, Ok.
Hop. Je fais pas un complément, alors je te Ah, laisse. si tu pètes, Non, si mais tu... c'est toi qui as l'agenda, moi je m'en fiche, hein, c'est pas grave. Si on n'a pas de temps, tu passes. C'est pas grave, hein, Bah, c'est on juste. a quand même Jean-Baptiste après Ouais, ouais, et vas-y, aussi vas-y, on a un vas-y. tuto qui est très attendu depuis longtemps, donc ouais, on va Non, essayer non, de... vas-y, pas de souci, Désolé pas de alors. souci. Et ben, du coup, on passe à la partie hop, actu. Vous m'entendez toujours? Oui, ouais, Ouais. Bon, je vais passer vite dessus. Vous en avez parlé. La première actu, évidemment, c'est une actu Cocorico. La France qui se dote de 10 000, plus de 10 000 GPU avec Nvidia, donc Mistral Compute, qui va être une prochaine offre Claude. Je pense que vous avez très bien résumé ce que je voulais dire aussi. Donc, je vais passer un peu vite, mais toujours très bien. Moi, je suis très enchanté à chaque fois qu'on a un peu de souveraineté comme ça. On le sent aussi hein, dans ce que vous avez dit. Le côté, bon, on a envie d'avoir des choses un peu en Europe et en plus en France, c'est encore mieux. Donc, hyper content de ça. On va voir ce que ça donne. On va voir outre l'infra, s'ils vont réussir à faire un truc de qualité, mais top. Dans les news, je voulais parler un peu de cette lawsuit, ce procès qu'il y a aux États-Unis entre Disney et Universal, qui pourrait, donc c'est plutôt envers mid-journée, mais qui en fait pourrait mettre un précédent par rapport à l'IA, parce que ça a été un peu le Far West de l'IA où ils sont entraînés sur plein de données copyrightées notamment. Et en fait, au mot des avocats de Disney Universal, ça devient des machines à copyright. C'est un puissant fond même. Ils n'ont pas de main morte sur leur qualificatif. C'est vrai qu'ils ont quand même, ces boîtes, mené des expériences qui font un peu... c'est vrai qu'elles sont assez impressionnantes. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont repris des dialogues de Star Wars et avec Llama, donc qui est open source. En fait, du coup, vu qu'il est open source, on peut regarder exactement ce qui se passe dedans et notamment la probabilité de chaque mot qui arrive. Et en fait, on regarde et en fait, en commençant un petit discours, donc un petit dialogue qui est dans un film de Star Wars, on le voit qui, sur les 50 mots d'après, en fait, ça ressort constamment exactement le même dialogue. Donc, voilà, c'est un peu leur gros argument, c'est de dire, il y a il y a un souci par rapport à ça, parce qu'en fait, on va avoir du copyright et des œuvres volées indirectement dans tous les sens, et c'est un énorme souci pour eux. Je pense que faut vraiment il est assez important ce procès parce que c'est vraiment un peu comme à l'époque de l'Airbnb, de Uber, etc. Il y a vraiment des nouvelles technos, des nouvelles plateformes qui arrivent, qui cassent un peu les règles, qui sont pas forcément dans la légalité. Mais du coup, comment ça va réagir d'un point de vue juridique, ça va être assez important. Toute petite news. On en avait parlé donc dans Google, il y a, alors pas en France, parce qu'il y a des problèmes juridiques justement, ils sont pas sereins, mais c'est accessible dans beaucoup d'endroits du monde. Donc maintenant, quand vous cherchez dans Google, vous avez le mode IA, c'est-à-dire vous pouvez juste pas voir des liens, mais une IA, Gemini, qui vous répond. Et ils ont rajouté du coup l'audio là-dedans. Donc c'est juste en fait petite image de à quoi ça ressemble. Donc c'est juste en fait vous l'avez un peu en mode podcast. En réalité ça ressemble un peu à Notebook LLM ou en fait LM pardon où du coup il va en fait vous pouvez directement écouter la réponse de la question que vous avez posée. Même plus besoin de lire, même plus besoin de naviguer sur Internet, de regarder votre téléphone. Vous posez la question dans Google et vous avez la réponse en audio directement. Assez intéressant, je trouve, qu'ils le mettent sur ça. Bon, concrètement, on en parle depuis quelques temps. Ils se cherchent sur ça de toute manière, Google, sur qu'est-ce qui va le mieux marcher auprès de tout le monde. Une autre petite news. Alors ça, c'est un peu, je trouve, un peu la blague depuis un moment. On en avait très rapidement parlé en janvier, février. En fait, donc, pour remonter à l'histoire, quand DeepSeek était sorti, a sorti son modèle de raisonnement open source hyper fort. Donc, il y a eu plein de boîtes de la tech américaines qui ont un peu plongé en bourse. Et OpenAI avait notamment répondu en disant on va mettre en open source, nous aussi, donc en accès libre, un modèle de raisonnement, donc dans le style des séries O quelque chose, O1, O3, O4, qui sera le meilleur du marché. Il nous dit ça depuis à peu près ce moment-là. Ça devait être en avril-mai, puis ça devait être en juin. Et là, ils viennent de nous dire, ah, c'est encore décalé, ça sera cet été, mais vous allez voir, c'est parce que on a vraiment prévu un truc génial.
wait and see. OpenAI, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas open sourcé quelque chose, donc je pense que tout le monde les attend un peu. À voir, c'est très bien. Moi, toujours, comme depuis le début sur cette histoire, merci à la Chine d'open sourcer ça, parce qu'en fait, ça les force un peu, et plus on a de modèles de qualité disponibles dans le monde du logiciel libre, je pense on s'en portera un peu tous mieux. Et les deux dernières news, déjà, c'est la sortie de Vejika 2. C'est le premier, alors ça c'est faux, c'est de Meta, le premier world model. Donc c'est faux que ce soit le premier world model. Aldric t'en parlait, en fait, on en a parlé quelques fois dans les news de la révolution qui se passe en robotique. Parce que, en fait, il y a un changement de paradigme qui s'opère. C'est-à-dire qu'avant, en robotique, vous vouliez déplacer une balle d'un côté à l'autre de la table. Il fallait vraiment calculer plein de choses, la vélocité du bras en fonction de ses degrés de liberté, la pression à appliquer, des choses comme ça. Il fallait vraiment calculer plein de modèles physiques pour faire en sorte que le robot y arrive bien. Et là, le changement de paradigme fait qu'en fait, on va avoir, du coup, on parlait de LAM à un moment, donc des Large Action Models. Bon, là, c'est un peu autre chose, mais c'est un peu la même chose. C'est basé sur du visuel, des modèles qui arrivent à comprendre des actions à faire. On a un peu la même chose avec des Claude Desktop. Claude qui va prendre contrôle de votre PC, on avait fait la démo aussi, et qui va faire des actions pour vous sur votre ordinateur parce qu'il le sait dans son raisonnement, il a été entraîné pour ça. Donc voilà, Meta vient de sortir un modèle pour ça, qui voilà, a des petites démos assez sympas, qui anticipent, voilà, là il analyse ce que c'est le plongeon de manière précise, il anticipe qu'est-ce qui va se passer dans les futures actions, et évidemment, il arrive, le robot, en fait, ils expliquent, mais en fait, le robot peut anticiper de lui-même, vous lui mettez une position de départ et une position de fin, il va aller essayer de chercher comment faire, et puis après, il va l'exécuter. C'est à peu près l'idée dont ils en parlent. Donc voilà, un petit modèle open source de la part de Meta. C'est peut-être aussi pour nous faire oublier que Llama a été bien nul, et voilà. Et dernière news de Meta, donc je ne sais pas si vous cherchez un travail, si vous pensez ne pas être assez payé, mais il y a Mark Zuckerberg qui, de manière très personnelle, donc c'est lui qui recrute une team de 50 personnes pour créer une super intelligence. Quand même, pour vous donner envie, on parle de salaire à 9 chiffres. Donc il y a eu même, là aujourd'hui, Sam Altman qui a dit qu'il y a eu plusieurs chercheurs de OpenAI qui effectivement ont reçu des offres à 100 millions de salaire de base plus 100 millions de bonus. Donc c'est le 9 chiffres n'est pas venu pour rien. Donc en fait, son idée, c'est un peu de se dire, OK, on est possible, la fameuse AGI, l'IA générale, qui arrive un peu à tout faire, quoi. On peut la faire avec une petite team de 50 et avec supervisé par Zuckerberg. Je sais pas quoi en penser, pour tout vous dire. Personnellement, mon analyse très rapide, c'est que je trouve que c'est assez étrange parce que on sait que pour créer ces IA, même en fait maintenant qui deviennent spécialisés dans plein de domaines, etc., faut faire ce qu'on appelle curated. Donc, faut nettoyer énormément de données. La clé de tout ça est dans le post-training et dans le fait de réussir à avoir des données vraiment de qualité. Parce que, par exemple, on en parlait avant dans le World Model, pour que le robot il sache comment faire, faut qu'il ait eu des exemples quand même de qu'est-ce que c'est. Donc, recruter 50 personnes, c'est un peu étrange par rapport à ça, mais bon, pourquoi pas? Est-ce que c'est encore une folie de Zuckerberg après je sais plus comment il s'appelait là, son métaverse ou quelque chose comme ça? On verra. Et justement, je vais en profiter pour passer la main à notre Marjorie, à notre prochaine. Ouais, effectivement, parce que si vous voulez gagner des millions, vous pouvez postuler donc chez Mark Zuckerberg, mais vous pouvez aussi jouer à l'ARC Prize, donc une compétition mondiale à but non lucratif qui offre plus d'1 million de prix. Et pour nous expliquer comment jouer. Corpus Prize. Merci François. Pour nous expliquer ça plus précisément, on a Jean-Baptiste Janvier, qui est Chief Data Scientist à la Société Générale, qui va nous expliquer un petit peu le contexte et comment ça marche.
Ben, voilà, merci Marjorie. C'est évidemment, voilà, quand on parle d'un prix en mode qui veut gagner des millions, ben, ça suscite l'attention, voilà, de savoir de quoi on parle. Alors après, les 100 millions ou 200 millions annoncés par Yann, forcément, ça fait pas le figure, voilà, mais bon, ça change quand même la vie. Donc en effet, c'est un prix. Voilà, donc François vient de partager le lien, et c'est un prix créé par un Français aux États-Unis. Donc l'Arc Prize, voilà, vous avez le site là que François vous a parlé. Alors moi j'ai pas mal de verrouillage réseau, donc tout ne s'affiche pas, mais voilà, c'est des petits problèmes euh, dans des grilles qu'il suffit voilà, de résoudre. Ça a été créé par François Chollet. Alors, vous n'avez peut-être pas entendu son nom, mais vous avez entendu parler de ses réalisations parce que il a travaillé plusieurs années chez Google. C'était le fondateur de Keras, notamment de TensorFlow. Donc, c'est voilà, quelqu'un qui connaît bien le sujet de l'intelligence artificielle. Et en fait, en 2017, il s'est intéressé aux limites du deep learning. Et en 2019, il a créé un dataset de tâches qui était inaccessible pour les réseaux de neurones de l'époque. Donc ce dataset, il s'appelle l'Abstraction and Reasoning Corpus, voilà, ARC. Et donc c'est sur ce dataset que le prix est fait. Il se décompose en plusieurs parties. Il y a une partie qui est publique et qui sert pour le training et le test des solutions, et puis une partie qui reste privée et qui est réservée pour l'évaluation finale, et donc un dataset où il n'y a aucune leak dessus pour évaluer les solutions. Et donc, il y a une enveloppe globale de 1 million qui a été mise avec notamment un prix spécial de 600 000 $ pour la première équipe qui arriverait à 85% de performance sur l'ensemble de tests cachés. Alors, ces tâches, à quoi elles ressemblent? Donc là, je vous ai montré, je vous partage mon écran. C'est un ensemble, à chaque fois, donc ça se passe sur des grilles de maximum 30 pixels sur 30 pixels. C'est un peu voilà, du Space Invader. Et c'est des tâches à chaque fois très différentes de l'une à l'autre. En fait, chaque tâche est résolue d'une façon spécifique, et justement toute la difficulté, c'est qu'on ne peut pas trop se servir d'exemples. En fait, il y a des spécificités pour chaque tâche. Donc là, par exemple, la tâche qui est ici, donc là, on a 4 exemples. Donc en haut, sur la ligne du haut, ce sont les inputs. Sur la ligne normale, ce sont les outputs. Donc là, en regardant, on comprend que finalement, la tâche, ça revient à prendre le motif qui est en haut et puis le dupliquer 4 fois et puis à faire des rotations pour ici le mettre à la verticale, sur le côté, etc. Donc là, voilà, il y a une construction de duplication et de rotation. Et donc après, on peut voilà, prendre là, je le duplique, je fais une rotation et j'ai résolu la tâche. Ici, par exemple, ça va être, je prends le motif, je le duplique 9 fois sous la forme d'un carré plus grand. Et puis, etc., etc. Donc là, ici, vous voyez, il y a un espèce de grand motif, et puis là, il y a un petit masque.
Et en fait, l'output, ça va être une reconstruction de ce qu'il y a dans le petit masque. Et comme le motif est symétrique, ben voilà, faut prendre le symétrique, l'inverser, etc. Donc, chaque tâche, il y a une résolution spécifique. Le challenge, le dataset a été créé en 2019. Le challenge a été lancé en 2020. Et même avec l'avènement de la générative AI, au début des années 2020, ben, finalement, la task était tellement difficile que on est resté pendant longtemps à des scores assez bas. Et vous voyez, là, donc, le premier année 2020, on était à 20% de résolution. Ensuite, c'est monté à 28. Il y a un plateau vers 30. Il y avait en 2023, on a passé la barre des 30%, mais c'était même pas avec des réseaux de neurones. En fait, à l'époque, c'était en fait avec toute une liste de transformations unitaires, faire une rotation, une duplication, un symétrique, qui avait été écrite à la main. Et puis une méthode brute force qui fait tout un assemblage, une combinaison, enfin toute une chaîne de transformations. Donc on restait dans du brute force. Et c'est à partir de l'année dernière où voilà, on commence à avoir la GenAI. Oui, ça ressemble tout à fait à des tests de QI, exactement. Et c'est exactement ça. Et à partir, voilà, sur l'année dernière, voilà, on a commencé à dépasser les 50%. Voilà, maintenant, donc il y a voilà, des nouveaux aussi avec ce dont parlait Yann tout à l'heure, les nouvelles générations de modèles, alors notamment O3 qui ferait voilà, du 80% sur l'évaluation publique, voilà, pas sur le dataset privé. Donc on va attendre voilà, le challenge de cette année. Donc les challenges se lancent entre juin et novembre. Donc cette année, on va peut-être voilà, atteindre les fameux 85%. Voilà, en tout cas, il y a voilà, sûrement des belles choses à voir dans les résultats de cette année. Alors, juste au niveau du compute, parce qu'on parle de résolution de task, quel compute est donné? En fait, c'est un GPU P100. Il y a 16 gigas de RAM et la résolution doit être faite en 12 heures. Voilà, donc ça a aussi une contrainte de compute sur le sujet. Et on parlait de test de QI. Donc, est-ce que les humains peuvent le faire facilement ou pas? Alors, il y a une étude là-dessus parce que bon, les créateurs, forcément, ils ont tout résolu et leurs copains aussi, mais ils ont des copains, voilà, assez câblés. Donc, il y a eu une étude de la New York University qui avait lancé un test utilisant Mechanical Turk. Donc, il y a eu pour chaque tâche 10 personnes qui travaillent pour Mechanical Turk, qui ont travaillé à résoudre la tâche. Et en fait, avec 10 personnes différentes, on a 99% de l'ensemble du public evaluation qui a été résolu par au moins une personne. Voilà, donc on est dans quelque chose qui... Alors après, ils disent pas exactement... il y a pas plus... Bon, faut regarder plus en détail, mais en tout cas, on est dans quelque chose qui est résolvable par les humains, parfois difficilement. Voilà, donc ça devient assez intéressant. Et donc Yann, donc moi j'ai plein de choses de bloquées chez moi, mais par contre toi tu peux nous faire une démo des capacités de O3 sur ce dataset. C'est ça. François m'en a parlé juste avant et j'étais très curieux. J'ai regardé juste naturellement dans O3, donc, parce que c'est un modèle de raisonnement et que c'est un modèle qui est nativement multimodal. Donc en fait,
oubliez comment ça s'appelle, le prompt engineering. Hein. J'ai pris un screenshot de ce qu'on m'a envoyé. Moi, j'avais même pas le temps j'ai pris un peu de temps pour réfléchir. Ils sont pas si simples. Enfin, ça se comprend assez facilement en fait. Hein. Mais en fait, là, par exemple, il faut reproduire la figure d'au-dessus et la couleur est donnée par la forme qui est ici. Donc là, avec le plus, on comprend que c'est rouge, ça c'est vert, etc. Et le dernier est censé être orange. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il a mis, et O3, c'est pas tout le temps ça, O3 Pro est très long, et là, il a quand même mis quasiment 10 minutes à réfléchir à tout ça. Donc on sent que ça l'a fait un peu carburer. D'accord. Ouais. Donc moi, j'étais déjà un peu content parce que j'étais plus rapide que l'IA. Donc déjà, première victoire un peu pour moi, c'est qu'en regardant ça, j'ai eu la réponse avant lui. Par contre, sa réponse est très bonne. Donc, en fait, il a compris exactement l'idée. Donc, c'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas de prompt. Hein. Résoudre le problème sur cette image. Au revoir. Ça est plus que du zéro shot, là. Donc, il a compris que, en fait, la forme du bas, elle était transposée et que la petite forme bleue, ce que je viens de vous expliquer, c'était elle qui choisissait. Et donc, qui donne naturellement, en fait, c'est l'identique, mais en orange. Voilà. Il a compris tout seul, de manière complètement autonome. Donc, c'est même pas la version O3 Pro. Je vous avoue que je voulais même pas la lancer parce que je sais que O3 Pro, je sais pas comment ils l'ont paramétré, mais actuellement, il se met à raisonner très vite pour très longtemps, pour pas grand-chose. Il y a même eu des exemples de bonjour et il a mis 4 minutes à répondre. Donc, je vais tester O3, mais il résout hyper bien et c'est top. Et moi, je précise que j'avais essayé de faire la même chose avec 4 O laborieusement, mais n'ayant pas la science de Yann, j'ai eu un résultat complètement faux, quoi, complètement à côté de la plaque. C'est vrai qu'il y a tout un truc, on en parlait un peu, il y avait quelques mois, tu sais, il y avait la mode, enfin on en a discuté un peu du routage de LLM, et, il y a un peu ça aussi, cette intelligence de savoir quel modèle utiliser pour quelle requête, voilà, mais en tout cas ça marche bien. Et j'avais une question pour toi Jean-Baptiste, si je peux me permettre, Oui. c'était, j'ai cru comprendre qu'il y a une deuxième version, parce que ce Arc, Oui, il tout à existe fait. depuis quelques temps, mais il y a Alors, une deuxième version qui pour l'instant est vachement dure, non? et exactement parce que voilà, comme l'état de l'art a évolué depuis 2019, d'une part, et d'autre part, en fait, à force de faire des tests et tout, en fait, finalement, le dataset privé, il est peut-être pas si... Le gap entre le public et privé est peut-être pas si grand que ça. Il y avait comment dire, une attention sur du potentiel leak, et notamment parce que beaucoup de gens font de l'augmentation de données pour résoudre voilà, ces problèmes. Donc du coup, Ouais. commençait à y avoir un petit doute sur le vrai test de la capacité de généralisation. Et donc, il y a un deuxième dataset voilà, qui a... faut que je pensais partager mon écran, mais je ne le faisais pas. Voilà, donc là, voilà, sur le petit viewer, donc je vous ai montré le premier dataset qui date de 2019. Et donc là, une nouvelle version du dataset qui est nouveau de cette année. Là, on voit d'ailleurs que le visuel a évolué. Et donc avec des nouvelles tâches, voilà, un peu plus, un peu plus évoluées à faire. Donc en plus visuellement c'est assez sympa. Et donc il y avait une remarque, oui, le P100 16 Go c'est petit. En effet, du coup en fait il y a deux versions de la compétition. Il y a la version officielle avec le prix, plusieurs. Jean-Baptiste, si tu peux traduire en français ce que c'est qu'un P100 16 Go, ce serait sympa. C'est une petite carte graphique. Voilà, c'est la version de Nvidia. Voilà, c'est la version de carte graphique P100. Parce que donc ils ont plusieurs noms de cartes, et puis 16 Go c'est la taille de la mémoire associée sur la carte, et donc ça dit la taille de modèle qu'on peut mettre. Et donc là sur une telle carte graphique, là c'est des modèles à 8 milliards de paramètres qui tournent. Donc dans les modèles un peu top niveau, par exemple, il y avait deux modèles à 8 milliards de paramètres.
il y avait un modèle à 0,5 milliard de paramètres, voilà, donc intéressant. Donc voilà, ça donne une contrainte sur la taille. Donc ça, c'est la version officielle. Et puis, il y a une version plus élargie de la compétition où là, tous les modèles peuvent tourner, et notamment des gros modèles comme le O3. Ok, topissime. Bon, aujourd'hui, on est à Liagora. Si vous voulez gagner de l'argent, soit vous vous faites embaucher par Zuckerberg, soit vous allez Voilà. faire des concours. En vrai, il semble un peu attaquable. Faut être un peu technique, mais si des gens sont motivés, je pense que ça peut être intéressant à y aller. La vraie question, c'est est-ce qu'on fait une équipe de Liagora pour gagner le Moi, prix? je suis partant. Hein. Moi, je suis partant. J'ai le même problème à résoudre en interne, exactement le même. Hein. Allez. Je pense que les prochaines, on on a Nicolas ben aussi, voilà, Pascal. Oh là là. On se fait un Jean-Baptiste, énorme resto, Yann. des grosses vacances à Ibiza si on gagne, c'est ça? Non, mais on va le faire. Hein. De toute façon, on doit le faire. D'ici un an, il faut que ce soit fait. Alors, mais par contre, c'est pas une approche, pour moi, c'est pas une approche LLM. Oui, ça limite la carte graphique qui limite le LLM. En fait, c'est un problème d'analyse d'image, en fait, d'analyse générique. Et c'est ce que fait ce que font les profs du MVA, hein, le master Sino-Image de Paris. Hein. Et en fait, jusqu'à présent, ça marchait pas ce qu'ils faisaient. Et là, ça commence à sortir. Donc, je pense que dans l'année qui vient, on va voir un boost énorme et ça devrait être totalement résolu pour moi d'ici 2 ans, ce truc. Ok. Parce que c'est avant tout un traitement CPU et pas LLM. Ceux qui le feront par le LLM vont bouffer beaucoup, beaucoup de puissance de calcul pour le même résultat. Ok. Bah, il y a peut-être quelque chose à faire alors. Je sais que Nicolas a dit aussi qu'il était partant. Si je me souviens bien, tu es de ST Microelectronics, pardon, Pascal. Bah, un petit crossover atlantique. Ah oui, ST moi je suis Microelectronics. partant. Oui. Ouais, Ok. sur un team, on pourra en discuter. Hein. Mais de toute façon, on a besoin de le résoudre. Pas forcément que du LLM d'ailleurs. Hein. Je pense que je suis assez d'accord en fait. Et je précise qu'en fait, si on ne fait pas 85%, le premier de la compétition, qui en 2024 était à 55% de bons résultats, il s'est fait quand même 25 000 $. Ah, ça vaut le coup, hein, de faire se bouger un un- peu. voilà, Hein. un truc Il a sympa. des bons arguments, François. Ok. Et on a Barbara en Et- géo. Et juste pour les pros, là, il y a une question de Alban, le maître sur le routage de LLM. Ouais, on demande lui a si vous répondu avez directement testé. dedans. C'était Ouais. pour parler routage. D'accord. Il y en a d'autres, hein, d'ailleurs, des nouveaux modèles là, qui sont sortis type Note Diamond. La seule différence, c'est que Note Diamond, il est financé par OpenAI, Anthropic, Mistral, Microsoft, Amazon. Donc en fait, ils ont tous mis de l'argent dedans. C'est qu'il doit y avoir une raison, parce qu'ils ne mettent pas leur argent inutilement n'importe où. Euh, donc il est assez efficace, hein, Note Diamond, en tout cas. Ok. En tout cas, n'hésite pas, Nicolas et moi, on travaille ensemble côté groupe Atlantique, à le contacter directement, lui, moi, nous deux. On pourra en Pas de discuter souci, aussi ouais. côté routage. Je sais ça a été une question que tu as attaquée. Et on a notre temps tuto. Je me permets de faire le timekeeper. On a le temps du tour. Parce Ça que va être pour beaucoup une moins, fois, merci Jean-Baptiste pour la présentation. ça va être beaucoup moins lucratif. Moi, j'ai rien à vous faire gagner, mais je vais vous montrer comment marche Napkin. Ça fait des semaines qu'on en parle. Donc, du coup, aujourd'hui, j'avais pas préparé le tuto parce que je pensais qu'on n'allait pas le faire. Et si Et si, pour vous parler un peu de Napkin, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà utilisé ou l'utilisent. Ça sera intéressant d'avoir vos retours aussi de votre côté. Juste pour les présenter, donc, c'est assez intéressant leur petite carte de voir que ça a été fondé par un Français et un Indien qui vit à San Francisco, donc boîte américaine, mais avec quand même un Français à la tête. Et en fait, ils avaient déjà fondé une start-up, eux, dans le domaine, c'était l'IA pour les jeux. Et en fait, toute la partie rédaction de rapports, pitch, deck, etc., c'était pas le truc qui les passionnait. Ils se sont rendus compte qu'en faisant des schémas, c'était sympa. Et donc, ils ont créé l'outil qui leur manquait, donc d'aide à la création de visuels. Comment ça fonctionne? C'est assez simple et vous allez comprendre assez vite comment ça fonctionne.
Donc napkin, ça veut dire serviette en anglais, donc petite serviette, serviette ou c'est ça. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est un peu le principe de se dire, on a une serviette, on écrit quelques notes dessus, et puis à partir de là, ça crée des visuels. Donc là, je l'ai fait avec un exemple. C'était justement un atelier qu'on avait fait à l'ITES il y a quelques semaines sur le ROI pour l'IA générative. Donc on en avait ressorti plusieurs points. Donc là, par exemple, c'était sur voilà, le processus de mesure d'un ROI, quoi faire, donc avec différents bullet points avant, pendant, après. Donc ça, on peut écrire un peu comme on veut en format libre, où on peut faire des copier-coller. Et à partir de là, je vais vous montrer en direct, on sélectionne le texte que l'on veut illustrer et on clique sur le petit éclair qui est à gauche, le petit éclair bleu. Magie de l'IA, ça va nous proposer différents schémas qui sont quand même relativement adaptés à ce que l'on met. S'il y a des 1, 2, 3, ça fait des trucs un peu séquentiels. Globalement, ça imagine différents types de schémas. Alors forcément, ça revient vite. Enfin, c'est les mêmes schémas qui reviennent, mais il y en a quand même un petit paquet. Je trouve que contrairement à Gamma, où je suis assez déçue parce que justement, on tourne vite en rond, là, on arrive à trouver à chaque fois des idées intéressantes. Et donc, on peut choisir le visuel qui nous intéresse. Et puis ensuite, customiser. Il y a différents. On peut choisir les couleurs, la façon de l'afficher, etc. Moi, j'aime bien aussi parce que ça donne quelques idées au niveau des icônes. Souvent, quand je veux représenter des choses, j'ai pas forcément l'idée de me dire comment est-ce que je peux mettre le petit picto qui va bien. Rien que pour ça, en fait, ça m'aide à générer des idées et les schémas et les visuels sont quand même assez intéressants. Donc après, c'est assez classique, hein, le visuel qu'on a créé, on peut l'exporter dans de plus en plus de formats d'ailleurs. On peut l'exporter, on peut faire des copier-coller et le coller dans le format qu'on veut. Et on peut maintenant aussi éditer des PPT. C'est-à-dire que la slide, on peut la transformer en slide et du coup, après, derrière, aller le retravailler, le texte, mettre sa charte graphique, changer les couleurs, faire un petit peu tout ce qu'on veut dessus. Et du coup, voilà, pas mal de schémas qui sont quand même assez sympas, moi je trouve. En termes de tarification, c'est bien qu'on n'ait pas fait le tuto il y a un mois, parce qu'il y a un mois, ils étaient encore en version bêta et on n'avait pas les prix définitifs. Aujourd'hui, je peux vous dire combien ça coûte. Il y a une version gratuite, comme dans beaucoup d'outils IA, il y a toujours une version gratuite avec un nombre de crédits limité par semaine. Et ensuite, ça commence avec une version à $9 par mois et par personne, qui est un peu plus pertinente. C'est gratuitement, c'est nous le produit. Alors après, c'est vrai que je l'ai pas précisé, c'était assez naturel. C'est un peu comme les outils comme Notebook LM, Gamma, etc. hein, c'est intéressant pour faire des visuels sur des données qui sont pas confidentielles. Là, globalement, voilà, les idées d'un atelier métier, il y avait absolument rien de confidentiel, donc on peut le mettre dessus, mais il faut pas l'utiliser pour des données sensibles, personnelles ou qui concernent votre entreprise. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent, ont des retours à faire sur l'outil. Il y a quelques fans dedans. Il y a au moins Alexandre qui a l'air d'aimer côté SNCF. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, faire Alexandre. un retour non, je ne l'ai pas essayé, mais je vois la démo. Pardon, je voyais la démo et je m'exclamais, mais c'est magnifique ce que ça fait. Mais non, je ne l'ai pas essayé. Par contre, je pense que je vais l'essayer. Oui, ça c'est clair. Là, j'avoue que j'avais essayé de faire des schémas avec les LM classiques et puis c'était pas super le résultat. Mais là, je trouve que c'est vraiment extra, quoi. Alors, vous êtes plusieurs. Il y a Barbara qui. Pardon, merci Alexandre. Il y a Barbara. Alors, Sanaï, tu as levé la main, on peut, mais il y a aussi Barbara Alban qui en parle. Vas-y, Sanaï, d'abord. Oui, merci. Moi, je l'ai utilisé l'année dernière dans le cadre, en fait, pour faire des slides pour une masterclass. Donc, l'idée, en fait, c'était pareil, j'avais la contrainte de ne pas utiliser, de partager, en fait, mes documents, ni d'architecture. Donc, je voulais un petit peu, en fait, dans un contexte où il fallait représenter ce que c'est le cycle de la vie des données,
en fait, pour des filles qui veulent un petit peu comprendre ce que c'est le métier de l'IT dans la banque, qu'est-ce que c'est une data dans un écosystème bancaire avec toute la complexité de l'environnement. Et donc, ça m'a beaucoup aidé en fait à partir de mes idées, de mon expérience, de construire des graphiques. Et au fin de masterclass, j'ai eu des retours très positifs sur des slides et surtout sur le côté très, en fait, très facilitateur d'un point de vue qu'on arrive à mieux visualiser une idée ou un parcours à partir d'un schéma. Ok, merci. Barbara, Alban, si vous voulez aussi partager, parce que tu disais, Barbara, à l'Eurométropole. Bonjour. Ouais, l'Eurométropole, ben, nous, on fait plusieurs ateliers d'acculturation et celui-là, les gens en général adorent. Donc on montre bien que c'est pas l'IA, c'est pas c'est la forme en fait, hein, là qui est intéressante et que le fond, ben, c'est toujours l'intelligence humaine qui est importante. Donc celui-là, il parle bien pour ça. Et on devait un peu séduire tout un groupe d'élus. En fait, on a fait une présentation d'élus pour qu'ils nous valident un certain nombre de choses sur les orientations de l'intelligence artificielle. Et on avait un certain nombre de professeurs dans ces élus. Et quand ils ont découvert ça, ils étaient tout fous. Ils nous ont dit, ah mais c'est génial, vous nous faites gagner un temps dingue sur la préparation des cours, on s'embête à faire des schémas, là tout est... Et en fait, là, après c'était emballer, c'est peser, voilà. Donc on était super contents parce que celui-là, il nous a aidés en fait dans l'acculturation IA, voilà. Trop bien. Génial. Et ouais, je collabore ce que tu disais. C'est pas fait, c'est vraiment que la partie visualisation. Bon, ce qui n'empêche pas derrière d'utiliser un chat GPT avant ou un Mistral pour créer la partie bullet point à partir des idées et de l'intégrer là-dedans. Mais là, c'est vraiment la partie visi. Et ce qui est sympa aussi, c'est que des fois, ils proposent des schémas sur enfin, quand on met un sujet avec des bullet points et tout, et en fait, il va proposer un schéma, parfois avec une visualisation auquel on n'aurait pas pensé. C'est-à-dire de dire, bah, tiens, en fait, le problème ou le sujet, je ne l'aurais pas pris plutôt dans cet axe. Et dans ce cas-là, je trouve qu'il est aussi, il est sympa et intéressant. Et puis, franchement, moi, je mets dédicace spéciale pour l'UX designer qui a fait ce petit truc magique. C'est quand vous cliquez, ça commence à onduler, machin. L'effet magique, ça aussi, hein, ils adorent, les gens, ils kiffent le côté Garcimore, quoi. Voilà. Trop bien. Merci Barbara. Je crois qu'on est bon. Merci Marjorie, on a bien fait d'attendre. À chaque fois, tes tutos, de toute façon, plein de succès et les gens aiment. François, tu veux peut-être dire un petit mot de la fin? Bah oui, super. Et vous aurez compris qu'en fait, les fins de mois sont difficiles, donc on cherche de l'argent par tous les moyens. Et on a notre deal avec Napkin, j'espère qu'il va nous rapporter pas mal. Non, c'est pas vrai en fait. C'est bien pour ça que c'est Marjorie qui le présente et pas quelqu'un de chez Napkin. Juste un petit mot sur les prochains événements de Lima. Demain, en fait, jeudi, on a un Imagine Day sur le low-code, no-code souverain à l'ECE, l'école d'ingénieurs à Paris, école centrale d'électronique, où on va parler de low-code, no-code, mais qui ne soit pas la Power Platform, parce qu'en fait, il existe un certain nombre de solutions françaises et européennes. La semaine suivante, le 26, on aura une demi-journée sur le Digital Workplace souverain. Là, c'est encore plus fort puisqu'il s'agit d'abandonner Microsoft, Google et compagnie pour utiliser des solutions souveraines. Il paraît que ça existe. Il y en a même qui l'ont fait. Et puis, le 2 juillet, le mercredi suivant, on va avoir le Do Tank de Ludovic, IA, Rex and Tips, avec également la présence de Nicolas Garabédian, ici présent, sur le CAG, qui est une version un peu augmentée du RAG, si j'ai bien compris, mais peut-être que Ludovic, si tu es toujours là, tu veux dire un mot là-dessus. Non. Sinon, je peux en dire un mot s'il n'est pas là.
il semble qu'il soit plus là. Alors vas-y Nicolas, rapidement, un petit mot. Rapidement, en fait, les LLM ayant augmenté leur contexte et nombre de tokens à l'inférence, eh bien, aujourd'hui, le RAG va avoir des heures sombres devant lui parce que avec un CAG intelligent qui est capable de gérer ce que l'on appelle le lost in the middle, c'est-à-dire que le milieu de l'inférence est rarement bien pris en compte, eh bien, avec un système de tri et de pouvoir passer 110 000, voire O3, je crois que c'est 1 million de tokens, ce qui représente quand même un bouquin de 1250 pages ou 1300 pages. Donc, on peut passer en fait tout en contexte et ne plus avoir de base de données et de vecteurs et tout ce qui va avec. Voilà. Ok, super. Super, merci beaucoup Nicolas. Si vous n'avez rien compris, c'est parfaitement normal. Ça veut dire que vous êtes normalement constitué. En gros, ça va plus vite qu'un RAG et ça permet de sortir les infos du document quand on fait un chatbot. Voilà, donc rendez-vous le 2 juillet pour tout apprendre sur ce sujet et pour voir où en est la team IMA qui va participer à l'ARC Prize, puisque là on a vu avec Yann, Jean-Baptiste, Pascal, sur des sujets bien techniques, on se dit qu'on pourrait peut-être faire quelque chose et enfin devenir riche. Et donc, sur cette perspective réjouissante, je vous dis très bonne soirée à tous et à toutes. Merci à ceux qui ont fait des retours Vivatech aussi. Je sais que votre emploi du temps est très chargé. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée. Prochaine. Merci, bonne soirée.